Parce que j'en avais parlé à mon petit-fils, je dis, oh là là, les Nvidia, j'en rachèterais bien. Ah oui, je dis, mais oui. Alors je lui avais dit, j'en ai eu il y a fort longtemps, mais j'ai vendu, puis j'avais encore une fois racheté, puis j'ai de nouveau vendu, je sais pas, pour acheter autre chose, peut-être plus intéressant, voilà. Donc, évidemment, je regrette. Enfin bon, ça c'est superflu. Hein. C'est comme ça, hein, la bourse. Il faut investir avec de l'argent que vous n'avez pas besoin tout de suite, en fait. Celle qui a déjà acheté plusieurs fois des actions Nvidia, c'est Liliane. À bientôt 81 ans, elle garde toujours un œil attentif sur le marché des actions, tant à Wall Street qu'à la bourse de Bruxelles. Investisseuse depuis le milieu des années 90, Liliane nous expliquera dans cet épisode du podcast Tracker comment elle a constitué un portefeuille diversifié qui lui a permis, à travers le temps, d'investir dans l'immobilier. Un journaliste de la rédaction de l'Écho reviendra avec nous sur l'incroyable ascension de l'action Nvidia, une action que Liliane a achetée pour la première fois à $8. Je suis Salim Nesba et je vous souhaite la bienvenue dans le podcast Tracker. Nous sommes repartis pour une série de rencontres avec celles et ceux qui investissent en bourse. Chaque jeudi, vous pouvez nous écouter sur le site et l'app de l'Écho et sur toutes les plateformes de streaming. On vous donne aussi rendez-vous le samedi 16 novembre pour une émission enregistrée en direct de Finance Avenue, le salon des finances personnelles organisé par mon journal préféré. On vous en dit plus à la fin du podcast et dans les notes de l'épisode, ainsi que sur notre magnifique groupe Facebook, les Traqueurs de l'Écho. On retrouve Liliane, coiffeuse à la retraite et investisseuse au nez fin. Elle replonge dans ses souvenirs pour nous parler de ses premiers contacts avec les marchés. J'ai 81 ans bientôt et j'investis en bourse depuis 30 ou 35 ans. J'ai commencé avec les obligations qui étaient à l'époque à 13%. Et puis tout doucement, quand les taux ont commencé à descendre, j'ai viré vers la bourse. Ça va revenir, hein, ces pourcentages dans les obligations. Ça, je pense pas. C'était quand même beaucoup. Alors, selon mes informations, vous êtes une des premières Belges à avoir investi dans Nvidia parce que vous avez acheté vos actions autour de $8 à l'époque. Si on convertit au prix du jour, on est plutôt à 22 centimes. Donc, vous êtes une personne qui a acheté les actions Nvidia à 22 centimes. Comment ça s'est passé ? Qu'est-ce qui vous a donné l'idée d'investir aussitôt dans une entreprise qui aujourd'hui fait les gros titres de la presse financière ? Eh bien, parce que j'ai mes journaux, hein, en lisant. Ben voilà, j'ai dit, ça serait pas mal comme ci, ou tiens, ça je vais vendre comme ça. Et alors, à l'époque, je crois que c'est un employé, mais enfin, il était peut-être gérant de banque, m'a demandé un jour, vous allez continuer à acheter des obligations, vous voulez pas vous lancer dans la bourse? Bon, j'ai dit, écoutez, je veux bien, mais moi je n'y connais pas. Mais je vais vous aider si vous voulez. Donc, j'ai commencé avec 5 actions. À l'époque, c'était de l'argent belge, donc. Hein. Et j'avais investi 5 000 francs belges. 125 €, plus ou moins. Voilà. Et voilà, il y avait Hewlett-Packard, il y avait Nvidia, pas encore tout de suite. Mais j'avais Intel, Hewlett-Packard, enfin 4 ou 5, Microsoft aussi. Microsoft, ça me tentait bien depuis le début. Et donc là, on est après l'explosion de la bulle Internet, autour de la crise financière. Non, c'était avant. Avant même. Oui, parce que là, nous avons commis une erreur. Nous avons des amis, le monsieur est américain, et qui est une bonne tête, je vais dire. Et quand il y a eu le premier crack, ne sachant pas que faire, mon mari voulait absolument que je l'appelle pour savoir ce qu'il fallait faire. Alors, il m'a répondu, écoute, tu vends, et quand tout descend, tu rachètes. Ah bon, ok. Mon mari est à côté de moi, je dis, moi, j'ai pas envie de vendre. On va commencer. Si Phil le dit, c'est Jésus-Christ qui le dit, quoi. Donc, ok, on va vendre. On a perdu. Parce que si le monde entier vend, vous voulez vendre à 20, et puis finalement, quand tout le monde a vendu, vous arrivez à 5, ça fait quand même une grosse somme. Hein. Donc, on a vendu, on a perdu. Et puis, par après, on a racheté. Et j'ai quand même eu 3 cracks. Hein. Donc, il y a eu 98,
2001, 2008. Et après, c'était peut-être moins spectaculaire, mais enfin, c'est pas toujours du pain béni tout le temps. Hein. Donc, il faut tenir à l'œil, hein, c'est tout. Et alors, au fur et à mesure de votre expérience, vous vous êtes perfectionné. Comment ça s'est passé? C'était toujours sous des conseils de gestionnaires d'actifs que vous achetiez par petits paquets, ou à un moment donné, vous avez pris votre envol d'investisseuse? Non, pas tout de suite, non. Le test achat Invest m'a beaucoup aidé. Les codes de la bourse aussi, puisque je le lis. Et alors, un petit peu de tout, comme ça, tout ce qui est au point de vue bourse, chaque fois que je suis quelque part, je dois attendre, je regarde un petit peu de tout. Hein. Et puis les conseils, les uns, les autres, qui étaient un peu plus avancés que moi, évidemment. Donc j'écoutais les conseils aussi. Hein. Et je faisais quand même comme j'avais envie, mais enfin, il fallait que je m'initie parce que j'allais vers quelque chose que j'ignorais, en fait. Hein. Donc, en vous informant, ça vous inspire, ça vous donne des idées. Est-ce qu'après ça, vous faites aussi des calculs ou de l'analyse financière? Pas tellement, non. Je n'avais pas tellement le temps, je travaillais beaucoup, donc non, mais enfin, je me dis, je me lance et puis on verra bien. Hein. Mais avec de l'argent, dont j'ai pas besoin. Enfin, pas besoin. On a toujours besoin d'argent, mais il faut quand même un petit peu voir ce qu'on dépense et ce qu'on investit, parce que on peut avoir un problème, accident, une voiture à acheter, que sais-je encore. Hein. Donc, chaque fois que j'avais un petit peu de bénéfices, je tenais. Et puis j'ai aussi un petit peu investi en immobilier aussi, hein. Comme Donc, ça. de gains boursiers, vous avez pu... Aussi, travail surtout, et bourse aussi, parce que au début, c'est pas tellement, mais finalement, dans le temps, ça devenait très intéressant. Surtout que je m'étais lancée dans une période où il n'y avait pas tellement de problèmes. Pas tellement de problèmes, mais quelques cracks boursiers quand même. Ce qui est intéressant de calculer en écoutant un témoignage comme celui de Liliane, c'est l'évolution des grands indices boursiers à très long terme. Comme elle nous le dira dans quelques instants avec le scan de son portefeuille, Liliane investit essentiellement à Wall Street et à la bourse de Bruxelles. Sur les plus de 30 ans d'expérience boursière de notre invité de la semaine, le S&P 500 a par exemple gagné plus de 1000% et notre Belvinte nationale plus de 200%. Quant à l'action Nvidia, introduite en bourse en janvier 1999, elle a pris près de 300 000% depuis son IPO. Allons discuter de la montée en puissance de cette action tech très suivie par les investisseurs avec mon collègue de la rédaction de l'Écho, Charles Régnier. Bonjour Charles. Bonjour Salim. Alors on entend Liliane, elle est très intéressée par le stock picking. Elle a même eu en main l'action Nvidia à ses tout débuts. On avait fait le calcul, depuis son IPO, Nvidia elle a pris plus de 300 000% en bourse. Et la première fois que Liliane l'a acheté, ça a augmenté de plus de 36 000%. Peux-tu nous parler de l'évolution en bourse de l'action Nvidia ? Comme tu dis, l'action Nvidia, elle est cotée en bourse depuis assez longtemps, mais on voit quand même vraiment une augmentation de la valorisation depuis le début de l'engouement autour de l'intelligence artificielle. Donc ça coïncide en fait avec le lancement de ChatGPT en 2022. Et si tu regardes vraiment un graphique de l'action Nvidia, tu vois vraiment que c'est une pente ascendante, mais assez vertigineuse même, un mur presque, à partir de ce moment-là. Et pourquoi cet engouement touche en particulier cette valeur-là ? Du côté des analystes, mais aussi des investisseurs, on la considère un peu comme la valeur star de l'intelligence artificielle. Nvidia sera la principale bénéficiaire de l'IA. Et en fait, du côté des marchés, mais aussi de certains spécialistes, même des acteurs du secteur, certains aimeraient que l'IA ce soit vraiment la prochaine révolution technologique et qui changerait nos vies globalement. Donc du coup, ça veut dire des milliards de dollars potentiels de revenus pour toute une série d'entreprises et donc Nvidia, quoi. Et c'est pas une hype qui risque de s'essouffler ? C'est quoi les perspectives pour l'action Nvidia que tu as suivi récemment ? Tu as écrit un article sur Nvidia. Nvidia, franchement, on écrit un article dessus presque toutes les semaines. Le fait est qu'il y a eu toute une série de bulles avant, dont la bulle Internet. Du coup, la question c'est, est-ce que l'IA va révolutionner nos vies ? Est-ce qu'elle va la révolutionner d'une manière qu'on anticipe aujourd'hui, en fait ? Donc, est-ce que, même si l'IA venait à être une véritable révolution technologique,
Est-ce que ça permet de véritablement générer énormément de chiffres d'affaires? Et à quel niveau? Est-ce que c'est les niveaux qu'on pense aujourd'hui ou pas? Et donc, est-ce que Nvidia va vraiment être, sur le long terme, la principale bénéficiaire de l'IA? Ça, c'est une question qui, en effet, se pose. Après, je pense que c'est aussi important de noter que ici, là où les investisseurs ont vraiment eu des doutes, c'est notamment par rapport aux retombées au niveau des chiffres d'affaires de Microsoft, Alphabet et tout ça. Ils investissent énormément d'argent pour pouvoir développer leur logiciel d'IA et les investisseurs se demandent, ok, vous investissez des montagnes de cash, mais où est-ce que ça se marque au niveau de votre chiffre d'affaires, de votre bénéfice net et tout ça? Nvidia, lui, il évolue un peu à part. Oui, il n'a pas d'usine, Nvidia. De un, il n'a pas d'usine, mais de deux, en fait, ses clients, c'est les Alphabet, Microsoft, tout ça. En fait, Alphabet, Microsoft, Meta et Amazon, c'est 40% du chiffre d'affaires d'Nvidia. Et donc, en fait, d'une certaine manière, même si c'est une des sociétés les plus dépendantes de l'IA, tant que ces géants de la tech continuent à dire, voilà, nous, on va investir dans l'IA, et ils le répètent, ils disent, on préfère surinvestir que sous-investir, en fait, ça va doper quand même, sur le court terme en tout cas, les perspectives pour Nvidia. Les perspectives pour Nvidia. Et on peut voir, et ça c'est aussi une différence avec d'autres bulles avant, notamment la bulle Internet, c'est que voilà, si tu fais une comparaison par exemple avec une entreprise comme Cisco, qui avait été vraiment identifiée comme étant la principale entreprise, une des principales entreprises qui allait pouvoir bénéficier de la bulle Internet, en fait ça s'est jamais véritablement traduit dans ses bénéfices et son chiffre d'affaires. Nvidia, c'est quand même une progression du bénéfice de 150% au dernier trimestre. Oui, ça rend Nvidia un peu vulnérable. Ce que je dis pas, c'est que si demain cette entreprise arrête, pense que l'IA ça marche plus et que en fait ça vaut plus la peine d'investir, alors assez logiquement, la principale entreprise qui va être touchée, c'est Nvidia. Donc c'est la principale bénéficiaire, mais c'est aussi celle qui a le plus à perdre en fait. Et Charles, si je dis pas de bêtises, l'IA sera aussi au programme de Finance Avenue et tu animeras un débat, une conférence sur la question. Exactement, donc c'est le 16 novembre prochain et je ferai un débat sur l'IA, c'est un peu le thème qui a porté les marchés en 2023 et 2024 et on va notamment parler des prochains vainqueurs, des prochaines vagues, mais aussi voir est-ce que l'IA c'est une bulle ou pas et essayer de répondre à cette question en fait. Retour chez Liliane. C'est l'heure de scanner son portefeuille d'investisseuse, un portefeuille qui a donc vu l'action Nvidia entrer et sortir à plusieurs reprises. Alors on va revenir sur cette fameuse action Nvidia qui fait tourner la tête à tous les suiveurs des marchés. Sur la dernière année, elle a doublé de taille, mais quand on prend sa progression depuis le moment où vous en avez entendu parler, puis vous avez acheté, on est à plusieurs dizaines de milliers de pourcents de progression, autour de 36 000%. Alors comment ça s'est passé? Comment est-ce qu'aussi on réagit en tant qu'investisseuse beaucoup plus tard, quand on voit que sur 15, 20 ans, oui, ça avait bien monté. Parce que j'en avais parlé à mon petit-fils, je dis, oh là là, les Nvidia, j'en rachetais très bien. Ah oui, je dis, mais oui. Alors je lui avais dit, j'en ai eu il y a fort longtemps, mais j'ai vendu, puis j'avais encore une fois racheté. Et puis j'ai de nouveau vendu, je sais pas, pour acheter autre chose, peut-être plus intéressant, voilà. Donc, évidemment, je regrette. Enfin bon, ça c'est superflu, hein. Voilà. Et alors, quand vous dites que vous l'avez fait, est-ce que c'était vraiment vous toute seule ou est-ce que vous étiez accompagnée par un... À l'époque, donc au Luxembourg, le gérant s'est quand même beaucoup occupé de nos portefeuilles et il donnait des bons conseils. Puis il voyait bien, il savait très bien que je ne m'y connaissais pas, quoi. Donc il m'a donné des bons conseils. Alors en lisant un petit peu de tout, et si tout le monde est un peu d'accord sur une valeur, pourquoi pas investir? Bon, il faut essayer écouter le pour et le contre. Ou alors, vous risquez le coup. Bon, si vous risquez pas le coup, vous restez toujours où vous êtes. Hein. Et qu'est-ce qui vous donne l'information, le signal pour vendre une fois? Parce que là, vous avez parlé d'Nvidia que vous avez vendu alors assez tôt. Qu'est-ce qui vous a donné à ce moment-là le signal de le vendre? Ou aujourd'hui, dans votre portefeuille, c'est quand que vous vous mettez en position vendeuse? Maintenant, je ne vends plus tout de suite. Je prends mes bénéfices. Donc, sur Nvidia, ici, Nvidia, j'ai pris mon bénéfice 4 fois. C'est-à-dire que à un moment donné, vous retirez ce que vous avez... Voilà. Donc là, maintenant, ce sont des petites sommes. Je suis pas Rothschild. Ce sont des petites sommes. Donc, je boursicote. C'est pas vraiment, le gros truc. Donc, je suis une petite épargnante et voilà. Et quand j'avais besoin d'argent, je prenais mon bénéfice là où je pouvais. Parce que c'est avec ça alors que j'ai investi dans l'immobilier. Donc, chaque fois, je prenais, comment je vais dire,
les gains d'opérations antérieures Oui, mais nourrissaient des oui investissements. aussi, et c'était un secours, hein. Voilà. C'était surtout ça. Donc voilà, j'ai beaucoup acheté, j'ai beaucoup vendu, et je vois quand ça revient, quand ça disparaît. Et c'est aussi pour dire que bon, une action c'est pas éternel. On essaye alors de le conserver longtemps. Bon, ça m'est arrivé, mais bon, quand c'est arrivé à zéro, bah c'est zéro. Tandis que quand il reste quelques dollars ou quelques euros, on peut encore penser avoir un petit bénéfice plus tard. Voilà. En fait, il faut jamais vendre quand on perd beaucoup. Il faut conserver, sauf si la société fait faillite. Alors on n'a pas le choix. Hein? Comme Omega Pharma, ben voilà. Là, ça c'était le couac. Ben, moi, j'en avais pas acheté, mais mon mari en avait acheté. Alors, mais justement, qu'est-ce que je fais, le patron d'Omega Pharma était assis à votre place il n'y a pas longtemps et il nous disait, il faut pas, l'inverse, il nous disait qu'il ne faut pas hésiter à vendre quand ça descend trop. Parce que sinon, on se retrouve avec un portefeuille de loser. Ah oui, c'est zéro. Mon mari, c'est zéro. Voilà. Mais je m'étais toujours dit, bah, quand même, la pharma, c'est quelque chose qui est valable. Et je me dis, bah, il va se reprendre. Mais c'était un risque et c'était un choix. C'est quelque chose que je n'aurais pas fait au début, quand on investit au début. Mais comme on était lancé, je me suis dit, on prend le risque. Et voilà, le risque est pris, on a zéro. Et il faut pas pleurer, c'est comme ça, hein. Voilà. Alors, dernière question avant d'entrer plus en détail dans ce qu'on appelle le scan du portefeuille. Selon mes informations, vous avez travaillé dans des salons de coiffure. Et on prend souvent l'exemple du salon de coiffeur pour dire « Ah, il y a une bulle qui se prépare si dans le salon du coiffeur, on entend qu'il faut acheter beaucoup de crypto, qu'il faut acheter beaucoup de sociétés informatiques. » Comment ça se passait dans le salon de coiffure? Est-ce qu'on parlait bourse? Non, pas tellement, non, parce que c'était les dames, donc, et c'est plutôt les messieurs qui s'occupent, je pense, de ça. Et parce que je voyais bien, en face, j'avais une librairie, j'avais un monsieur qui allait chercher son écho de la bourse, et je le voyais sortir. J'ai dit, ah. Mais vous, non, ça vous les a dames, non. Ça vous a pas gêné de vous intéresser à un milieu qui à l'époque était très masculin, il l'est encore un peu aujourd'hui? Non, j'ai commencé à aimer ce que je faisais, même si je ne savais pas investir. Ça m'intéresse, oui. Ça m'intéresse très fort, oui. Alors, vous avez beaucoup d'humilité en disant « je ne savais pas investir », mais je pense qu'aujourd'hui, vous savez investir. Oui, je fais mon possible, voilà. Je réfléchis bien, et puis bon, j'ai maintenant mon petit-fils qui prend la relève, donc voilà, hein, je vais un peu gratouiller ce qu'il en pense et tout ça. Ouais. On y vient. Voilà. Alors justement, on va rentrer maintenant dans le scan du portefeuille. Vous nous avez dit que vous investissiez depuis le milieu des années 90. Et si on prend une photo aujourd'hui de votre portefeuille, déjà comment les actifs sont répartis? Dans quoi vous investissez le plus, par exemple? Oh, de tout. Donc actions, fonds, ETF. Oui, ETF, oui. L'année passée, ça je voudrais bien m'y mettre, oui. Mais alors quand je me suis dit, les cryptos, mais alors c'était trop cher, donc j'attends que ça descende. Et au niveau de la répartition géographique, j'entends beaucoup de noms de sociétés américaines. Vous avez parlé de HP, Intel, Nvidia. Est-ce que c'est toujours le cas aujourd'hui dans votre portefeuille? Il est très pondéré en actions américaines? Américaines et belges, oui. Ah, quand même. Oui, si. Oui, et c'est en pourcent, vous savez nous dire plus ou moins si c'est très dominant ou... je crois que c'est 50-50, non? Il me semble. Et est-ce que dans votre portefeuille, il y a des actions que vous avez depuis très 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 longtemps, voire depuis le début de votre carrière d'investisseuse? Qu'est-ce que j'ai depuis le début, là? Je réfléchis à la CBC... Ackermans et Van Aren, j'ai aussi... à un moment, j'avais les Lotus et je les ai vendus parce que je trouvais qu'ils avançaient pas très. Depuis lors, ils ont triplé. Vous voyez, voilà. Donc, oui, alors un peu dans la pharma aussi, mais oui, pas tellement. J'ai tout là, donc même tout est consigné dans votre petit carnet? Dans mon carnet, et puis j'ai mon Vous mettez les noms, les cotations. C'est ça.
Oui, la date d'achat. Oui. C'est très brouillon, mais enfin, je le fais parce que j'ai une petite mémoire. Et alors, un des derniers noms que vous avez ajouté dans votre carnet, est-ce que vous pouvez le partager avec nous? Alors, bon, il y a Nvidia, évidemment, que j'ai racheté environ à $200. Avant le split, du coup. Oui. Mais j'ai remarqué, je ne sais pas si c'est fait exprès, mais j'ai déjà remarqué quand une action split, elle dégringole un petit peu toujours. Je ne sais pas pourquoi. C'est souvent le moment où les gens se disent, tiens, on va prendre nos bénéfices. Oui, c'est comme peut-être vous avez ça. fait. Oui, bon, voilà. Mais après, ça, c'est aussi l'occasion pour des plus petites bourses. Oui, mais je fais petit. Je fais plusieurs, mais petits. Donc, oui, Nvidia, oui. Et dernière question par rapport à ce scan, est-ce que vous avez aussi une comptabilité du rendement? Est-ce que vous comptez comment votre portefeuille évolue à travers le temps? Comment est-ce que les frais rognent cette progression? Non, parce que quand j'ai besoin d'une plus grosse somme, par exemple, quand j'investis dans un immobilier comme j'ai fait, donc je prélève autant qu'il me faut pour la compte de la banque, mais comme je fais tout à la même banque, j'ai pas de souci, quoi. Donc vous êtes assez détaché de la performance, donc c'est de l'argent qui travaille. C'est ça. Oui. Et de temps en temps, vous ajustez, et vous ponctionnez quand il y a des besoins d'investir dans l'économie réelle. Oui. Voilà. Et comme maintenant, vu mon âge, ma fille, j'ai mes petits-enfants, donc on fait des papiers, et comme ça, quand il y a un souci, je peux partir et tout est OK. Donc, voilà. Justement, c'est un de vos petits-enfants qui nous a présenté votre profil. Comment ça s'est passé, la transmission? Est-ce que vous lui avez après donné des petits trucs pour lui donner goût à la bourse, ou vous vous êtes rencontrés plus tard sur cette passion commune? En discutant, et aussi parce qu'il voyait que, par exemple, quand il y avait quelque chose, quelqu'un en difficulté, il y avait de l'argent, pas des masses, mais enfin je pouvais aider, et tout doucement, en discutant, il y a pris goût, et alors là, il vole de ses propres ailes. Là, maintenant, c'est moi qui vais chez lui. Des conseils. On l'inviterait bien pour un petit peu discuter avec lui. Mais c'est bien, parce que quand on se voit, on discute bourse et c'est très bien. L'invitation est lancée à Maxime, le petit-fils de Liliane. Il sera le prochain investisseur que nous rencontrerons dans Tracker. Place maintenant à la traditionnelle question au Tracker de l'écho. Chaque semaine, nous proposons à nos invités d'interagir avec vous en vous posant une question. Vous pouvez y répondre en rejoignant les Trackers de l'écho sur Facebook ou en nous écrivant à l'adresse podcast@leco.be. On écoute la question de Liliane. J'aimerais demander aux trackers de l'écho s'ils pensent que c'est le moment d'acheter des cryptos ou s'ils pensent, comme mon petit-fils, que c'est trop haut pour l'instant. Envie de lui répondre? Envoyez-nous un message à l'adresse podcast@leco.be ou venez faire un tour dans notre groupe Facebook Les Trackers de l'écho. Nous allons aussi poser la question aux 2 prochains invités de Tracker Talk, un Tracker Talk qui aura justement pour thème les crypto-monnaies avec Florian Ernotte et Sébastien Ransonnet. Comme je vous le disais aussi dans l'intro de l'épisode, notre équipe sera présente au Salon Finance Avenue qui se tient le 16 novembre à Tours et Taxi. Nous mettons dans notre groupe Facebook une invitation à cet événement et les modalités pour s'inscrire au Salon des finances personnelles organisé par l'Écho. Tracker tiendra aussi une conférence sur place. On vous en dira plus dans les épisodes à venir, mais allez vite réserver votre place. Merci pour votre écoute. C'était Salim Nesba au micro et Julie Garrigue à la réalisation pour Tracker, le podcast de l'Écho qui rencontre chaque semaine celles et ceux qui investissent en bourse.